Bon, écoutez, on va débuter. Alors, je vais prendre ma fiche comme ça, je vais tout mon petit monde. Voilà. Ok, allez, j'arrête ça. Voilà, donc, oui. Non, tu peux revenir sur la première diapo. Voilà. Non, celle d'avant. Celle d'avant. Ouais, c'est la présentation, comme ça me permet de voir Pas de que souci. nous sommes de mémoire. Donc, nous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci, merci pour votre présence et en tant qu'intervenant, mais on reviendra vers eux très rapidement, mais également en tant que public. Donc, on a des élèves, effectivement, comme je le disais en préambule, du lycée, d'un lycée français au Liban, faisant partie de l'AEFE, l'Association des établissements français à l'étranger, et qui sont affiliés à l'UNSS et donc participent à des rencontres scolaires, voilà, je dirais sur des territoires en dehors de notre métropole, mais qui ont l'occasion, notamment à l'occasion des Jeux internationaux de la jeunesse, de venir nous voir. Alors pas du tout, Sport Academy n'est pas un. D'accord, eh bien, je pensais qu'ils faisaient partie de l'AFE, pardon, Marjolaine. Mais néanmoins, parce que pour avoir organisé les Jeux internationaux de la jeunesse en 2011 avec Claude qui est, non, nous sommes une école libanaise, très bien. En 2011 à Arcachon, les premiers d'ailleurs Jeux internationaux de la jeunesse, il y avait un établissement du Liban et je pensais que c'était ce même établissement. Donc pardon, mais ça ne vous empêche pas de venir vous affilier et venir nous rejoindre dans les rencontres UNSS, ce que j'espère. Donc on a également le collège de avec plaisir me répond Marjolaine, donc la directrice. Et nous l'avons noté. Un établissement également de la Vienne, donc avec deux élèves d'une classe olympique. Peut-être on leur laissera la parole après l'exposé des intervenants, peut-être déjà pour que s'ils ont des questions à poser, et puis présenter un petit peu leur structure, c'est toujours intéressant, sachant qu'ils viennent donc de notre académie. Je note la présence également de Marie Laric, qui aura l'occasion aussi de se présenter, voire sûrement poser des questions. Voilà, donc je fais le tour. Donc par rapport à, nous entrons nous arrivons presque à la fin de notre semaine olympique et paralympique, sachant que nous sommes sur notre 17e webinaire. Le titre de cette webinaire, c'est l'arbitre, virgule, point de suspension de mon collège à l'international, avec comme phrase clé, on va dire, ou leitmotiv, j'ai commencé arbitre au collège et j'ai arbitré à haut niveau, on va dire, peut-être certains aux Jeux Olympiques, peut-être d'autres au niveau international ou au niveau national, professionnel, voilà. Et également par rapport à nos intervenants, donc nous avons les deux exemples. Et également une élève qui, elle, débute arbitre, mais qui déjà est bien avancée dans son parcours. Voilà, donc nous sommes donc à l'occasion de la semaine olympique et paralympique. Je pense que déjà, au vu des participants et même des intervenants, on commence à connaître ce qu'est la semaine olympique et paralympique. Elle est mise en place et elle est là pour rappeler les valeurs de l'olympisme un petit peu chaque année au travers d'une semaine qui, j'oserais dire presque malheureusement, habituellement, est plus dédiée à une pratique physique, avec rappel notamment des anneaux olympiques, de ces fameuses valeurs olympiques, du sport en particulier, des sports olympiques. Mais bon, au vu des conditions sanitaires cette année, on est resté sur une pratique intellectuelle, distancielle, ce qui est déjà aussi très intéressant parce que on peut aussi arriver à réfléchir sur des thèmes et avoir une réflexion sur les parcours de tous, dans tous les domaines, que ce soit l'arbitre, que ce soit au niveau de l'accessibilité
à tous, à tous et dans tous les sports sur le sport partagé, enfin, en fait tous les thèmes qui ont pu être abordés dans cette semaine. Voilà, donc cette année, elle a lieu du 1er au 5 février. Nous y sommes. Nous touchons à la fin. Si vous pouvez passer la diapo suivante. Valérie, qui va passer cette diapo qui va nous permettre d'étayer un peu la présentation que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc voilà, deux partenaires et donc une coordination entre la direction régionale UNSS que nous sommes. J'aurai l'occasion de me présenter un petit peu plus tard, mais qui suis actuellement donc l'animateur, et ainsi le CROSS, Comité régional olympique et sportif Nouvelle-Aquitaine. Donc chaque structure a pu animer des webinaires pendant toute la semaine. Les dates, donc comme je vous l'ai dit, du 1er au 5 février. Une idée liée aux conséquences sanitaires, une SOP, Semaine olympique paralympique 2021 digitalisée. Voilà, ce sont des webinaires qui donc sont couvertes sur 2 heures, mais qui globalement peuvent durer 1h30, suivant le niveau de curiosité de notre public, si les questions viennent à être nombreuses. Un public donc, comme je l'ai dit, avec plus de précision, de collégiens, de lycéens. A priori, collégiens, oui, lycéens, oui, puisque Marie est une lycéenne aussi. 3 parrains prestigieux qu'on aura l'occasion, là, dans quelques minutes, d'écouter leur message à destination de notre semaine olympique et paralympique en Nouvelle-Aquitaine. Vous entendrez leurs propos et c'est assez gratifiant et nous sommes assez fiers justement de ce petit clin d'œil qu'ils nous ont fait. Donc, en la personne de Roxana Maracineanu, ministre des Sports ou ministre des Sports, qui a donc rejoint le ministère de l'Éducation nationale, Tony Estanguet, donc l'ambassadeur des Jeux Olympiques 2024, et ainsi que Kevin Meyer, que vous devez connaître, qui est champion du monde, recordman du monde, et qui rêve d'être champion olympique du décathlon. Voilà. Oui, ce que je vous conseille aussi, vous verrez sur vos écrans, vous avez une petite icône en haut à droite qui est nommée affichage. Je vous conseille de cliquer dessus et de vous mettre côte à côte intervenants. Ça vous permettra d'avoir peut-être les documents que vont partager les intervenants et d'avoir également leurs vignettes et images à côté, ou tout au moins de les avoir en plein écran. Voilà, donc les thèmes. Voilà, très bien. Donc, Vali. Là maintenant, on passe sur donc les témoignages de nos 3 ambassadeurs prestigieux et la vidéo qu'ils ont réalisée pour nous. On commence par le petit film et c'est Marie qui le passe. Tout à fait. Merci, Marie. Alors, nous avons un établissement qui se connecte. Alors, attendez, si tu peux juste attendre un petit peu, attendre, voilà. On a un collège qui vient de se connecter. Parfait, Rémi. C'est lu. C'est entendu. Ah. Donc, Rémi. Très bien. Je ne me souvenais pas très bien, mais tu es donc au collège Miramont de Guyenne, notamment représentant la section sportive de football. Enchanté. Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, écoutez, on vous a attendu juste pour lancer la petite vidéo. Marie, c'est à toi. Si vous pouvez couper vos micros. Alors, Marie, je pense qu'il n'y a pas le son.
C'est rêver d'harmonie plus que d'unisson. Nous voulons appartenir à cette histoire qui s'écrit à plusieurs, avec nos différences et notre identité commune. Chères collégiennes, chers collégiens, lycéennes, lycéens et peut-être aussi élèves du primaire des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Cette semaine olympique et paralympique, organisée par l'UNSS de Bordeaux et par le CROSS Nouvelle-Aquitaine, c'est votre semaine. C'est l'occasion de rencontrer des experts du sport qui vous transmettront leur passion et vous inspireront certainement. C'est aussi l'occasion de pratiquer un peu plus ou différemment une activité sportive dans vos établissements. Profitez de vos cours de PS, même si c'est uniquement en extérieur pour quelque temps. Et engagez-vous dans les associations sportives scolaires, à l'AS comme on dit, mais aussi dans les clubs sportifs. Ils vous attendent. Ces passerelles entre le monde du sport scolaire et le monde sportif fédéral, nous voulons les renforcer, Jean-Michel Blanquer et moi-même. Parce que le sport, c'est un équilibre, une soupape pour vous défouler, et c'est aussi un moyen très efficace de rester en bonne santé. Profitez aussi de ces possibilités pour vous engager en tant que bénévole, volontaire, arbitre, dirigeant. Le sport, c'est une chance pour vous. Je tiens à remercier vos enseignants d'EPS, vos chefs d'établissement, présidents d'AS, vos directeurs d'école, de se mobiliser et d'encourager cet élan vers Paris 2024 pour que nous tous devenions plus sportifs et en meilleure santé. Vous êtes la génération 2024, alors montrez la voie. Je vous souhaite une excellente semaine olympique et paralympique. Et n'oubliez pas, faites du sport. Bonjour à toutes et à tous, c'est Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë et président de Paris 2024. Cette semaine, c'est la 5e semaine olympique et paralympique organisée partout en France, dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités. La SOP, c'est une semaine dédiée au sport, à sa pratique bien sûr, mais aussi à tous les bienfaits qu'il peut nous apporter au quotidien. Pour notre santé, pour le lien social, pour la diversité, pour l'inclusion et pour la mixité. Et vous avez de la chance car grâce à l'UNSS Bordeaux et au CROSS Nouvelle-Aquitaine, vous allez pouvoir vivre la SOP à 100%. Tout au long de la semaine, des professeurs, des experts, des athlètes et des acteurs du mouvement sportif vont partager avec vous leur expérience et leur vision du sport sur de très nombreux sujets. Place des femmes dans le sport, impact sur l'environnement, traitement médiatique ou encore engagement bénévole, le programme est très riche et permet à chacun de s'informer sur les sujets de son choix. On espère que leurs témoignages et les échanges vous donneront envie de vous engager, de diffuser les valeurs du sport et surtout de pratiquer plus de sport au quotidien dans votre école ou dans un club. Cette SOP, c'est aussi l'opportunité d'en savoir un peu plus sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et de vous engager pour être prêt à accueillir les plus grands champions et les spectateurs du monde entier dans un peu moins de 4 ans. Merci à tous les professeurs, aux encadrants, aux dirigeants et à tous ceux qui ont contribué à organiser cette semaine. Bonne SOP à tous et à bientôt. Bonjour à tous, c'est Kevin Mayer, je suis champion du monde et recordman du monde du décathlon et je tenais tout simplement à vous souhaiter la bienvenue pour cette 5e semaine olympique et paralympique. La crise sanitaire nous a fait nous rendre compte de l'importance du sport dans nos sociétés, pour notre santé, pour notre bien-être. Le mouvement est quelque chose de primordial pour l'être humain et on s'en est rendu compte avec le confinement. Personnellement, le sport a toujours été une grande partie de ma vie. J'ai toujours rêvé d'être aux Jeux Olympiques et maintenant je rêve d'être champion olympique. Si je devais donner un conseil personnel, ce serait de faire du sport pour le plaisir et non pas pour la performance, car pour moi la performance vient avec le plaisir. Pour les jeunes, profitez du sport à l'école. Peut-être qu'un jour vous découvrirez votre passion à travers ça. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les acteurs responsables du mouvement de l'éducation par le sport, notamment les professeurs de sport. Merci pour votre passion et merci pour votre engagement. Je vous donne rendez-vous très bientôt aux Jeux Olympiques de Tokyo notamment, mais surtout aux JO de Paris 2024.
car ce sera une grande fête du sport et je vous donne tous rendez-vous là-bas. Bonne journée à tous et à bientôt. Très bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc voilà, cette webinaire donc a pour titre Arbitre de mon collège à l'international. Voilà l'exemple de nos intervenants qui ont commencé arbitre au collège et qui ont atteint le haut niveau, avec également une intervenante qui, elle, est, je dirais, entre les deux. La 5e semaine olympique, paralympique, donc avec nos 3 ambassadeurs que nous venons d'entendre, Oksana, Kevin et Tony. Votre serviteur, donc, voilà, moi je suis Christian Durieux, je suis professeur de PS à la base, directeur régional adjoint de l'UNSS en ce qui concerne l'Académie de Bordeaux. Voilà, je suis plus dans le monde du rugby, délégué technique national rugby, donc en charge du suivi technique des championnats de France que nous pouvons, UNSS, que nous pouvons organiser sur le territoire. Également à la Ligue de rugby Nouvelle-Aquitaine et également membre du comité local de coordination en préparation de la Coupe du monde de rugby 2023. Donc, de quoi s'occuper pour les 2-3 années à venir en espérant que la situation, bien sûr, s'améliore et que nous puissions pratiquer. Et donc, un fervent défenseur en tant que membre UNSS, bien sûr cadre UNSS, d'un pôle responsabilisation dont on va avoir l'occasion de parler, qui peut être donc le statut de jeune officiel par nos élèves, sachant que pratiquer c'est bien, mais que sans arbitre on ne peut pas pratiquer, et que pour construire notamment le parcours du citoyen et le futur citoyen, le futur arbitre, le futur dirigeant, il faut responsabiliser nos élèves, leur permettre d'être au même titre qu'ils sont joueurs, être arbitre, reporter, juge, au niveau jeune secouriste, en fait, tous ces rôles qui sont aussi indispensables à la vie associative et sportive. Voilà, c'était mon petit mot. On les laissera se présenter au fur et à mesure de l'intervention. Donc, on a ici présente donc Charlotte Girard-Fabre. J'en resterai à arbitre international de hockey sur glace et je lui laisserai la responsabilité, soit de se présenter s'il en désire l'envie, soit d'entrer dans le vif du sujet. La deuxième intervenante est donc notre jeune élève du lycée Borda, qui, même si elle est relativement jeune, parce qu'elle est quand même lycéenne, a déjà un joli parcours à l'UNSS. Elle est donc dans plusieurs pôles de responsabilisation, que ce soit jeune arbitre, jeune reporter, au niveau départemental et même voire national. Elle a pour objectif de rejoindre ces deux collègues intervenants, l'objectif de jouer un rôle actif dans l'organisation des JO 2024. Quel programme? On la laissera s'exprimer aussi, sachant que malheureusement, comme elle a une autre visio, elle est très prise sur ses antennes, une autre visio au cross, elle sera obligée de nous quitter à 11h10. Et enfin, notre collègue, Amaury Delerue, arbitre international de football, voilà, et professeur agrégé d'éducation physique et sportive, actuellement intervenant, enseignant à l'UFR STAPS à Bordeaux. Voilà. Eh bien, entrons dans notre webinaire. Charlotte, nous te donnons la parole. Eh ben, merci beaucoup. Ravie d'être avec vous tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vois plutôt des écrans noirs, mais c'est pas grave, c'est le jeu de la visio. Que dire de plus que ce qui est écrit sur cette fiche? Il y a pas mal de choses en plus, mais le rôle dont je suis très fière, c'est celui d'ambassadrice nationale pour les jeunes officiels. Alors, effectivement, les jeunes officiels, qui sont-ils? Je pense que
tout le monde le sait à peu près autour de cette table virtuelle, mais je vais quand même rappeler, il y a 8 rôles maintenant, parce qu'on en a agrégé 2 autres de plus. Il y a bien sûr les juges et arbitres, les coachs, les dirigeants, les organisateurs, les secouristes et les reporters, et on est en train de développer 2 nouveaux rôles qui sont l'éco-responsable et le jeune interprète. Donc voilà, c'était juste pour donner de façon exhaustive qui sont les jeunes officiels aujourd'hui. Sur 1 200 000 licenciés, ils sont à peu près 350 000, donc bravo à vous de vous engager. Je vais arrêter de parler de ça parce que je vais faire le pont avec ma vieillerie, parce que maintenant je suis vieille par rapport à tous les jeunes qui sont devant l'écran. J'ai 39 ans et j'ai commencé bien sûr à arbitrer à l'UNSS au tout début, parce que le programme jeune arbitre et jeune juge a à peu près le même âge que moi, c'est-à-dire qu'il a été développé pendant mes années collège. Donc autant vous dire que je suis vraiment un pur produit de l'UNSS. Et pourquoi j'ai commencé à arbitrer? Tout simplement parce que j'adorais faire du sport. J'ai fait plein de sports différents, un sport-études natation, un sport-études judo. Après, j'ai fait le sport-études de hockey. J'ai toujours fait plein de sports différents. Et je ne voulais absolument pas laisser ma place à mes petits camarades sur le terrain. En fait, j'avais jamais envie de d'aller me reposer sur le banc pour que les autres jouent. Donc j'ai compris que le seul moyen de rester sur le terrain, c'était de prendre le sifflet ou le drapeau ou le chronomètre en me disant, bah tiens, je vais compter pour le jeu. La lumière ne sera pas sur moi, mais c'est pas grave, je ne quitterai pas le terrain. Donc soit je jouais, soit j'arbitrais. Et ça a duré très longtemps parce que j'ai arbitré beaucoup de sports à l'UNSS. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore toutes ces certifications, parce que c'était vraiment les balbutiements du dossier jeune arbitre, mais c'est pas grave, j'en ai fait plein. J'ai fait des championnats de France de course d'orientation, j'ai joué au basket, enfin voilà, j'ai toujours suivi cette carrière et j'ai toujours aimé prendre le sifflet, même si j'y étais arrivée fortuitement. En même temps, je suis pas sûre, on verra avec Amaury tout à l'heure, ou même avec Suzy, je pense qu'on n'arrive jamais à l'arbitrage en levant la main en disant: moi je rêve d'être arbitre quand je serai grand, en fait. Donc on arrive toujours parce qu'il faut remplacer quelqu'un fortuitement, parce qu'on ne veut pas lâcher le terrain. Donc voilà comment j'y suis arrivée. Et puis tout naturellement, quand j'étais joueuse de hockey sur glace en équipe de France. J'ai fini ma carrière au Canada, parce que le Canada, c'est quand même juste le pays du hockey. Et tout naturellement, un superviseur m'a dit: «Mais ça ne te dirait pas de devenir arbitre, toi qui as toujours aimé ça et qui aime arbitrer les petites rencontres de club? Pour de vrai, est-ce que tu voudrais devenir arbitre de hockey?» Et comme ma carrière de joueuse, j'avais 22 ans, était à peu près terminée, parce que j'avais fait le tour, et en France, on ne peut pas devenir professionnel et on ne peut pas avoir de grandes expériences, j'ai dit oui. J'ai dit oui sans trop savoir à quoi je m'exposais. Et en fait, le week-end d'après, j'ai été désignée sur un match avec donc 44 bonshommes qui étaient là. C'était une ligue de garage, hein, on appelle ça les ligues de garage, c'est vraiment le plus bas niveau et c'est les plus durs à arbitrer. Je pense que Amaury pourra parler de cette expérience-là, là, les matchs du dimanche soir où ils ont tous l'impression de faire les championnats du monde. En fait, non, ils savent pas jouer, ou du moins mal. Et puis moi, je suis jeune arbitre, donc je sais pas arbitrer. Donc forcément, ça fait pas un bon mélange. Et là, j'ai vu 44 bonshommes vouloir se découper en deux et en plus, se cristalliser sur le fait que je sois pas bonne arbitre. C'était un de mes premiers matchs et en train de dire des choses horribles, comme quoi ils voulaient me couper la tête et avec des propos totalement sexistes, et horribles. Et là, je me suis dit: «Ouh là là, mais pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai levé la main pour devenir arbitre?» Et en fait, je me suis piquée au jeu parce que je me suis dit: «Ah non, alors, je peux pas me laisser traiter comme ça et pour continuer, il va falloir que je sois meilleure» et pour être meilleure, faut apprendre son règlement, faut travailler plein de choses, le placement, la condition physique, la lecture de jeu et puis tout ça, ça s'acquiert par l'expérience. Donc voilà comment, un jour, je me suis retrouvée, peut-être 6 mois après, sur des finales, peut-être cadets à l'époque, donc ça doit être U16, je crois, U15. Ouais, c'est vieux, hein, parce qu'on appelait ça encore cadet, benjamin, maintenant on Ouais. n'appelle plus ça comme ça. Donc
Donc, je me suis retrouvée sur des finales cadets, peut-être après avoir eu quand même des sessions de formation, hein. On ne se forme pas tout seul dans notre coin, mais quand même un peu sur le terrain. Ben, on n'est pas avec les formateurs, quoi. Il faut qu'on prenne nos décisions. Et là, j'ai un coach qui monte sur la glace. Alors, ça se fait pas, hein. C'est comme un coach au foot qui va rentrer sur le terrain, ou au basket qui rentre sur le terrain, ou en athlée qui sort des tribunes pour venir sur la piste. Ça ne se fait pas. Et le monsieur me dit: retourne faire la vaisselle et du tricot. Le hockey, c'est pas pour les Mon Dieu. filles et encore moins pour les arbitres. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, ça ne s'arrêtera jamais». Alors j'étais un peu meilleure arbitre, j'avais 6 mois d'expérience et au final, je me suis aperçue que j'avais un arsenal juridique. Alors au hockey, on n'a pas des cartons comme au foot ou au hand, mais que j'avais quand même tout un règlement qui faisait que j'allais pouvoir faire appliquer le règlement dans sa justesse et dans tout ce qu'il y a de respect. Et en fait, c'est cette dimension-là qui m'a plu. Je me suis dit: «OK, c'est du sexisme de bas étage». Le coach, je l'ai viré. Il a vu ses finales, des tribunes et puis après il a pris des matchs de suspension. Donc bon, ça, c'était fait. Mais en fait, j'ai trouvé que l'arbitrage était une vraie possibilité d'émancipation, pas une volonté de pouvoir, parce que l'arbitre, c'est pas celui qui a le pouvoir. Effectivement, il a le pouvoir d'arrêter le jeu, mais il n'est pas là pour son propre pouvoir. Il est là, il est au service du jeu, vraiment. Donc c'est la personne sans qui rien n'est possible, hein. On l'a dit en préambule, pas d'arbitre, pas de match. Bon, en même temps, pas de match, pas d'arbitre non plus, mais pas de sport, pas d'arbitre. Mais en fait, on est les personnes sans qui rien n'est possible et en même temps, la lumière ne s'arrête jamais sur nous. Ou alors, quand elle s'arrête, c'est vraiment pas pour des bonnes choses. Quand on parle d'arbitre dans les médias, c'est souvent pour dire qu'ils ont fait des erreurs. C'est jamais pour dire qu'ils ont pris la bonne décision. Donc, c'est un rôle très, très ingrat et en même temps, c'est une vraie volonté d'émancipation parce que en tant que jeune, en tant que fille ou en tant que garçon, peu importe, mais peut-être pour les filles, ça résonne encore plus. C'est être en capacité avec notre sifflet, notre drapeau ou notre outil d'arbitre, d'être en capacité d'arrêter le jeu et d'imposer une décision. Et ça, c'est une vraie émancipation personnelle, je trouve. C'est et les niveaux auxquels on arbitre en premier, les plus petits niveaux, bah, c'est vraiment les plus durs parce qu'on arbitre ses copains de classe, on arbitre les copains du collège ou du lycée. Et puis en plus, il y a des adultes là-dedans, il y a les parents, ça met la pression. C'est vraiment pas les niveaux les plus simples. Je pense qu'Amaury, qui connaît le haut niveau comme moi je l'ai connu aussi, finalement, rentrer dans une patinoire olympique ou dans un stade de Ligue 1, c'est limite plus simple que de rentrer sur la compétition de ligue ou académique du week-end, parce que à la rigueur, on connaît personne, donc ça peut hurler dans tous les coins. C'est pas la même pression que d'avoir les parents d'un tel qu'on connaît bien qui doivent nous ramener après le match, que d'avoir son petit copain ou sa petite copine qui dit: «Ah mais non, mais t'es super nul et puis de toute façon tu favorises les autres». Donc déjà dépasser le premier niveau académique voire district, c'est quand même super parce que on accède à quelque chose où là vraiment on se sent confortable, on a des limites de progression qui sont dingues. Je pense que Suzy, elle, qui a été validée à plusieurs niveaux dans plusieurs sports, elle pourra nous raconter si c'est plus difficile d'arbitrer son collège ou son lycée ou d'arbitrer un championnat de France où finalement il y a une distance qui se met, il y a peut-être plus de monde, mais il y a une plus grande distance. Donc, j'adore parce que en fait, dans chaque conférence que je fais sur l'arbitrage, j'attends cette question et je viens de l'avoir passée sur l'Ultimate. L'Ultimate est soi-disant le seul sport où il n'y a pas d'arbitre. Mais moi, je vous retourne la question. Est-ce que ça ne serait pas l'Ultimate où il y a le plus d'arbitres parce que chacun est arbitre de ses propres décisions et de son environnement? Donc, je pense que l'Ultimate, justement, ce n'est pas le sport où il n'y a pas d'arbitre, c'est là où il y a le plus d'arbitres parce que chaque joueur est arbitre. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je vois que ça rigole. Non, 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 moi, Marjorie, je notais les questions. Pardon, pas Marjorie, excuse-moi, Charlotte. Je notais les questions, mais je vois que tu arrives à la fois intervenir et les lire. Donc, Ouais, oui, mais oui, c'est vrai. Après, on peut laisser le collège rebondir, hein, c'est un élève du collège.
Ah, je les vois, ils sont en conciliabule. Non, mais continue. Mais Charles. oui, alors, mon métier étant de donner des conférences et de faire des formations, effectivement, j'ai l'habitude d'avoir un œil sur le chat et un œil sur la Oui. caméra. Bravo, bravo. C'est des compétences qu'on a développées cette dernière année, hein, tous. Hein. Je pense qu'avant, Ouais, on ne ouais. maîtrisait pas trop Zoom, mais maintenant, Et on est puis, devenu… c'est une compétence d'arbitre d'avoir les yeux partout aussi, quand même. Et Hein. oui, c'est ça. Il y a une autre question, c'est est-ce qu'il est plus difficile d'être une arbitre fille qui arbitre des hommes qu'un homme qui arbitre des filles? Eh ben, alors, je vais vous donner une anecdote. Moi, et puis vous ferez votre idée. Je pense qu'on a nos biais genrés, c'est-à-dire qu'on a notre éducation qui fait que peut-être c'est plus dur et peut-être pas. Et je challengerai Amaury sûrement là-dessus parce que, alors, Suzy, je peux te challenger, mais Amaury, pour le coup, c'est un garçon. Donc, il aura l'autre vision. En fait, à la fin des Jeux Olympiques de 2018, j'ai mis un terme à ma carrière, du moins ma fédération a mis un terme à ma carrière parce que j'ai dénoncé des faits de sexisme, donc ils m'ont coupé la tête. Enfin bon, bref, passons, c'est une histoire sordide, mais je voulais pas lâcher le sifflet une fois de plus, hein, comme au collège, je voulais pas. Et donc maintenant, je suis arbitre national de hand et je me suis mise en binôme mixte avec mon conjoint qui est aussi un arbitre international de hockey sur glace. Et au final, tous les deux, on totalise 16 championnats du monde et 2 Jeux olympiques. Donc même quand on arrive en départemental au hand, bah, rien que notre tenue d'arbitre, c'est-à-dire la posture de notre corps, apparemment, implique le respect. Mais c'est pas là où je voulais en venir. C'était sur… On nous a demandé de donner notre expérience là-dessus, sachant que le hand est un sport où le règlement est identique pour les hommes et pour les femmes. On est bien d'accord là-dessus. C'est un sport de contact, pas d'évitement comme le rugby. Et donc, on est régi par les mêmes lois du sport. Et quand on demande à une assemblée d'arbitres qui aime arbitrer des filles au hand, en fait, il y a très peu de mains qui se lèvent, hein. Même pas des filles. Les filles préfèrent arbitrer les garçons. Et donc, quand on creuse un peu, on leur dit « Mais pourquoi vous n'aimez pas arbitrer les filles ?» Ben, on n'aime pas arbitrer les filles parce que le jeu est taché, parce que ça va pas assez vite, parce que les contacts sont pas aussi percutants que chez les garçons. Ok, ça s'entend. Un jeu haché, un jeu non fluide, c'est pas sympa, effectivement. Mais pourquoi il est pas fluide? Qu'est-ce qui impose le rythme à un match? L'arbitre. On est bien d'accord là-dessus. Et pourquoi chez les filles, on se dit, bah, dès que les filles se touchent, il faut siffler la faute. Alors que chez les gars, dès qu'ils se touchent, on ne siffle pas une faute. Et en fait, ce sont nos biais genrés. Et pour en avoir discuté avec des arbitres garçons qui arbitrent des filles, ils te disent « Ah ouais, mais en fait, je voudrais les protéger. Je veux pas qu'elles se fassent mal. » Et à partir du moment où tu réfléchis à ça quand tu arbitres des filles, et bah, tu fais un jeu haché, parce que dès qu'elles se touchent, tu as peur qu'elles se fassent mal. Donc, tu arrêtes le jeu. Et donc, tu casses le rythme. Et donc, c'est l'arbitre qui provoque lui-même, qu'il soit garçon ou fille, le rythme et peut-être l'ennui, je mets vraiment des guillemets, l'ennui de ces matchs-là. Et c'est aussi dans notre responsabilité de déconstruire ces biais genrés. C'est pas parce qu'on arbitre des filles qu'il faut plus les protéger. Elles sont pas plus en coton que des garçons. Elles sont faites pareil. Alors, elles ont peut-être moins de force physique à un moment donné parce qu'elles soulèveront peut-être pas le même poids qu'un homme sous une presse, mais elles sont tout aussi costaudes. Donc, hormis le sexisme ambiant, parce que quand on est une fille, c'est quand même super dur d'arbitrer des garçons entourés de garçons dans un univers de garçons, oui, c'est vrai. Mais pour les hommes, c'est pas forcément facile non plus, parce qu'ils doivent tout déconstruire de leur biais genré en disant bah, je vais pas les protéger, et peut-être que Amaury pourrait répondre là-dessus. J'imagine que tu as quand même arbitré des filles, Amaury, ou jamais? Ouais. Et donc, est-ce que quand… Une fois, c'est tout. Alors, comment tu as abordé le match? Est-ce que ça a été compliqué? Bonjour à tous, merci Charlotte de me poser la question sur cette question du chat. En fait, la Fédération française de football s'est structurée avec la chose suivante, au niveau national en tout cas. Les garçons arbitrent les garçons et les filles arbitrent les filles. Pour quelle raison? Parce qu'il a fallu structurer les championnats féminins avec l'engouement autour du football féminin et donc, pour une fois, ça partait d'un bon sentiment, structurer en même temps que le foot féminin se développait
les autres structures et les autres rôles qui accompagnaient le football féminin dans son développement, à savoir également l'arbitrage féminin qui avait besoin de progresser et de se développer, et donc réserver une place au rôle d'arbitre féminin dans la construction du foot féminin, raison pour laquelle dans les championnats nationaux, ce sont des filles qui arbitrent les filles maintenant. Mais au niveau départemental et régional, au niveau amateur, dans toutes les ligues et les districts, il y a un mélange entre l'arbitrage féminin chez les hommes et l'arbitrage masculin chez les filles. J'avais eu cette expérience, mais ça remonte effectivement du coup à très très longtemps. Et je crois me reconnaître malheureusement dans, Charlotte, l'attitude d'avant-match que tu étais en train de décrire vis-à-vis du fait que peut-être qu'en termes, le football étant un sport réellement de contact, il fallait peut-être plus protéger les acteurs sur le terrain, et c'était évidemment une erreur à ne pas commettre. Aujourd'hui, le foot féminin s'est bien développé parce qu'il a su montrer que c'était un sport de contact à part entière, avec du rythme, avec des comportements techniques et stratégiques qui sont comparables à ceux des hommes. Par contre, avec un rythme légèrement différent, mais c'est peut-être éventuellement quelque chose unique en ce qui concerne les Bonjour. Pour le reste, c'est bien parce que ce football s'est développé sur les mêmes bases de développement du football masculin il y a de nombreuses années qu'il a aujourd'hui sa place. Donc pour répondre à ta remarque, Charlotte, oui, c'est le cas. Il faut savoir, c'était le cas quand je l'ai fait, malheureusement. Il faut savoir par contre qu'il y a une grosse spécificité footballistique. Je parle des sports co de grand terrain type foot, rugby, etc. En tout cas, ceux qui sont très médiatiques. C'est que par contre, se développe la filière des filles qui arbitrent les garçons, et je pense que vous avez l'exemple, et Charlotte sans doute en tête également, de ma collègue Stéphanie Frappard qui arbitre en Ligue 1 maintenant et au niveau international les hommes, et qui se prépare sans doute à des grandes compétitions internationales au niveau des hommes, sachant que c'est une énorme première et on a attendu 2021 pour que ce soit le cas en ce qui concerne le football professionnel. Ouais, moi j'ai arbitré la Ligue Pro masculine pendant 10 ans, à séparer des grosses bagarres de hockey avec des gros gaillards. Mais c'est effectivement, il faut juste espérer, parce que moi je l'ai vécu chez moi à Maury, c'est que derrière moi, j'étais un peu l'arbre qui cachait la forêt qui n'existait pas. En fait, une fois que je suis plus là, il n'y a plus grand monde derrière. Et j'espère que derrière Stéphanie, il y a vraiment une jeune génération, et on a peut-être des filles là devant nous qui veulent avoir ce parcours et qui seront là dans les années à venir. Suzy, par exemple, peut-être qu'elle sera une des prochaines arbitres de je ne sais quoi. Charlotte, Ouais. oui. On va revenir on va essayer de revenir dans la webinaire. On va surtout donner, comme Et de la tu le fais parole à d'ailleurs, Suzy. voilà, comme tu le fais très bien, je t'en remercie. Au passage, donner la parole à Suzy, surtout qu'elle doit effectivement partir. Donc, on va la laisser s'exprimer. Et puis après, avoir dans un troisième temps, on va dire, des échanges tels que tu nous y engages, Charlotte. Tu avais terminé ton intervention? Oui, je pense que tout le monde a compris que j'ai commencé au collège et que je suis allée aux Jeux Olympiques. D'accord, très bien. Très bien. Suzy, à toi la parole. Merci. Alors, Suzy, on me voit et on m'entend? Oui, parfaitement. Du coup, je m'appelle Suzy Roland. Comme Christian m'a présenté, je suis actuellement en terminale dans les Landes au lycée à Dax, à Borda. J'ai commencé pour ma part l'arbitrage au collège à l'UNSS. J'étais très sportive. Alors moi, je fais du judo et je me suis blessée, sauf que je ne voulais pas arrêter d'aller à l'UNSS tous les mercredis après-midi avec mes camarades, mais attendre à côté des profs de PS à juste remplir le tableau et à marquer les buts, c'était pas assez dynamique pour moi. Du coup, malgré ma blessure, j'ai pu arbitrer. C'est pas un arbitrage d'extrême qualité au début parce que je ne courais pas, donc je n'étais pas forcément au plus proche de l'action. J'étais en sixième, donc mes connaissances n'étaient pas encore très développées sur le règlement des sports. Puis, plus les années de collège ont passé, plus j'ai commencé à
à demander à mes professeurs de PS qui m'impriment les règlements de certains sports, à accompagner toutes les équipes dans à peu près tous les sports, se faisant prêter à d'autres collèges de la région qui n'avaient pas d'arbitre. Par exemple, au long de mon collège, j'ai pu être arbitre départemental de hand, d'athlétisme, de rugby, de sauvetage côtier, de sauvetage en eau plate, donc en piscine, de badminton. J'ai eu la chance d'aller avec les équipes qualifiées au championnat académique de natation, et cela avec plusieurs collèges. Et pour finir, à mon collège, grâce à une équipe féminine, on a pu aller jusqu'au championnat interacadémique de foot. Nous n'avons pas été qualifiés pour les France. Tout ça a pris plein de belles expériences, beaucoup de partage, et que l'arbitrage est un rôle super important, même plus que les joueurs, parce qu'on le voit au sein du NSS, si une équipe, un collège n'a pas d'arbitre, il ne peut pas participer à la compétition ou se voit pénalisé. Arrivant au lycée, je n'avais plus de problème de santé, du coup j'ai pu reprendre le sport. Donc au sein de mon lycée, c'était un peu moins actif niveau arbitre, même si j'ai continué en m'initiant un peu tous les sports, tout ce qu'on me proposait. Donc pareil, en reprenant mes anciennes fonctions en natation, en hand, en athlétisme, mais par exemple de découvrir de nouveaux sports comme le laser run, qui est deux épreuves du pentathlon, pour reprendre la course et le tir. Donc, je devais aller arbitrer le championnat de France l'an dernier, mais malheureusement, ça n'a pas pu être possible. Du coup, là aussi, pour moi, je suis validée au niveau académique. Et toutes ces expériences m'ont fait apprendre beaucoup, que ce soit au niveau des règlements, des sports. C'est super enrichissant, parce que moi qui adore le sport, quand je regarde un match de foot à la télé, maintenant je comprends, ou le hand, pourquoi ça sifflait. Après, avec quelques sports, j'ai fait la passerelle avec le fédéral. Avec le foot, j'avais essayé, mais n'avons pas vraiment de club à côté de chez moi. J'ai essayé de contacter la fédération, ça n'a pas abouti. Mais par exemple, avec le hand, j'ai fait la passerelle avec le fédéral, étant arbitre de hand dans mon département. Et de plus, du coup, je suis arbitre aussi départemental de judo en fédéral. Et tout ça m'a appris beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Et bah, je suis très admiratif devant Charlotte ou Amaury, rêvant de participer aux JO ou à des compétitions sportives internationales. En tant qu'arbitre, ça serait vraiment un rêve, et j'espère pouvoir continuer dans cette dynamique pour atteindre mes objectifs et les rejoindre au plus haut niveau. Suzy, permets-moi juste une petite question. Un peu à l'image de Charlotte, tu es sur du multisport en fait, hein. Tu arbitres plusieurs sports. Est-ce qu'il y en a un quand même sur lequel en termes en tant qu'arbitre, hein, bien sûr, jeune arbitre, sur lequel tu te destines plus particulièrement? J'ai beaucoup, dans tous les sports que j'ai arbitrés, je pense que le sport que j'ai préféré arbitrer, ça a été le handball. Pourquoi? Parce que déjà, comparé aux sports plus individuels ou plus calmes, pas de sport de contact comme l'athlétisme ou la natation, c'est beaucoup plus dynamique. Ça demande plus d'efforts physiques aussi, et j'adore faire du sport. Et entre le foot et le handball, c'est vrai que le handball est un sport que j'ai préféré. J'ai vu une question dans le chat par rapport à l'arbitrage UNSS et fédéral. Alors, c'est pas les mêmes ambiances. Je dirais que, comme l'a dit Charlotte, l'arbitrage fédéral, il y a tout l'engouement derrière. J'arbitre ça peut être des moins de 14, moins de 15 ou même moins de 18, filles ou garçons. Derrière, il y a les parents, les, euh, les, euh, les coachs qui veulent que leur équipe soit championne du département ou se qualifie. Alors qu'à l'UNSS, c'est plus dans l'optique d'apprendre
Les professeurs de PS sont là, on a beaucoup d'accompagnants. C'est plus simple de débuter à l'UNSS, je trouve, que de commencer en fédéral. C'est pour ça que j'ai d'abord commencé par l'UNSS pour après basculer sur le fédéral pour pouvoir continuer. Très bien. Et donc, tu te prédestines plutôt au handball et au football. Et après, est-ce que tu as une certification nationale UNSS? Non, du coup, je devais aller l'an dernier, au mois d'avril, au championnat de France Eh de oui. laser run à Bordeaux et ça n'a pas pu se faire. Du coup, Mhm. D'autres questions? et pour Non? répondre à ce que Mais disait écoute, Charlotte, euh, alors je te personnellement, laisse lire. je vais relire la question. Quel est ton objectif en devenant joueur ou arbitre à l'avenir? Est-ce que là, a priori, ton objectif, c'est de participer, je dirais, aux Jeux Olympiques 2024, peut-être parce que tu as aussi une fonction de jeune reportrice, si je ne m'abuse, tu n'as pas trop parlé, mais ça peut être l'occasion d'eux. Voilà. Exactement. Quel est ton objectif, en fait, maintenant? Ah, Alors, en fait, cette passion pour le sport et particulièrement pour les JO, au début collège, je faisais énormément de judo. Étant qualifiée au championnat de France, je voulais, comme je pense beaucoup d'entre vous, donc pas moi, devenir professionnelle dans le foot, mais dans le judo, viser les JO. C'était un rêve. Puis suite à des blessures, j'ai arrêté de m'entraîner, etc. Et je suis plus repartie sur l'arbitrage. Donc maintenant, la question du haut niveau n'est plus vraiment pour moi, n'ayant pas le niveau qu'il faut en tant que sportif. Mais du coup, je me suis dirigée vers d'autres fonctions pour essayer d'atteindre quand même mon objectif qui est le sport international, dont les grandes compétitions et les Jeux olympiques, qui font rêver un grand nombre de gens, je pense. Et du coup, c'est pour ça que j'avais des stages d'arbitrage prévus l'an dernier. Du coup, avec le Covid, j'attends qu'ils soient reportés. Et j'ai aussi une autre casquette, comme je pourrais le dire, de jeune reporter qui est beaucoup plus développée que celle d'arbitre pour le moment. Et j'espère que ça s'équilibrera. Donc, je suis plusieurs formations avec l'UNSS. Donc, moi, tout ce que je fais dans le sport et surtout côté scolaire, UNSS, dans le fédéral, c'est plus réduit et je vais essayer de développer ce côté-là. Mais du coup, pour revenir à mon statut de jeune reporter, j'ai suivi plusieurs formations, que ce soit à Bordeaux ou à Paris, avec l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, pour accompagner la délégation française en Chine pour les gymnasiades de l'UNSS. Donc, les gymnasiades, c'est quoi? C'est un peu comme les Jeux olympiques scolaires. C'est sur une dizaine de jours qui regroupe une multitude de sports avec, plein de pays. Et du coup, je devais partir en Chine au mois d'octobre et ça aussi a été annulé. Donc, j'espère pouvoir avoir d'autres expériences avec l'UNSS dans le futur, que ce soit en tant qu'arbitre ou reporter. Très bien, très bien. Suzy, juste pour info et puis pour informer nos participants, tu sais que l'année prochaine, et a priori, les gymnasiades dont tu parlais, qui avaient lieu en Chine, auront lieu en Normandie. Donc, peut-être tu pourras éventuellement postuler en tant que jeune arbitre hein, dans une même catégorie. En étant certifié académique, il n'y a pas de raison que tu puisses pas représenter en tant que jeune arbitre ou même jeune reportrice l'Académie de Bordeaux, la Nouvelle-Aquitaine sur ces gymnasiades en 2022. En 2023, il y aura la Coupe du Monde de rugby, donc il y a aussi effectivement des rôles actifs à prendre. Il y aura des campagnes de candidature, hein, de demande d'être bénévole ou participante. Et puis après, ben, ouvrir peut-être ta route aux Jeux Olympiques 2024 où il y aura également des matchs donc de football à Bordeaux et pourquoi pas être toujours dans ce rôle là sur les 3 années à venir, quel que soit le statut que
tu auras, quoi, hein, soit arbitre, soit reportrice, soit autre. Voilà, donc ça peut effectivement des portes qui s'ouvriront à toi là dans les années à venir, à la fois en France, on va dire, mais en Normandie où tu pourras être un arbitre, et puis après au niveau sur une scène internationale, que ce soit la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, dans une autre dans une autre voie, peut-être voilà, tout aussi prestigieuse, mais ne nécessitant pas les mêmes compétences. Voilà, il y a une dernière question pour Suzy avant qu'elle s'en aille. Je lis donc sur le chat, avez-vous déjà fait une grosse faute d'arbitrage qui a eu des grosses conséquences? Par exemple, une bataille, un pénalty injustifié qui du coup a fait gagner cette équipe voilà, qui a profité de la Alors, faute que tu as pu réaliser. alors ça a toujours été la plus grande crainte en tant qu'arbitre, surtout au collège. Comme le disait Charlotte, c'est un peu la Coupe du Monde des collèges. On shoot dans le ballon comme on peut pour essayer de le mettre dans le but. Et si l'arbitre ne prend pas décision en faveur de notre équipe, ça monte vite dans les tons, etc. Donc j'ai toujours eu peur de ne pas satisfaire une équipe, une faute, de faire une faute d'arbitrage, surtout quand, par exemple, à l'UNSS, je commençais à arbitrer le niveau interacadémique pour le foot, ce qui devait qualifier une équipe ou une autre au championnat de France. Je voyais un minimum d'enjeux qui commençaient à naître. C'était pas comme dans le sport au sein du lycée, où là, il faut juste savoir prendre la décision et la garder, parce que si on se plie à tous les commentaires des joueurs, on changerait 100 fois de décision. Et du coup, bon, bien sûr, à chaque fois, des aides sont mises en place, des arbitres plus confirmés pour nous aider, que ce soit dans le fédéral, dans l'UNSS. Du coup, c'est toujours rassurant de savoir que bah, on n'est pas tout seul en tant qu'arbitre. On a des arbitres, par exemple, au foot de touche. Au hand, on est, en tout cas à mon niveau, on est deux sur le terrain. Donc, on a toujours quelqu'un sur qui s'appuyer parce qu'on voit les choses d'un angle différent. Donc, en compétition, je vais dire après les départementales, je pense que je n'ai jamais fait de faute. En tout cas, ça ne m'est jamais revenu. J'ai souvent hésité des fois. Par exemple, sur est-ce qu'on peut des petites règles qu'on ne connaît pas forcément super bien quand on est au collège. Est-ce qu'on peut marquer d'un corner? Est-ce qu'on peut marquer dès l'engagement, des choses quand ça arrive? On est là, on fait oui, non, on siffle. Et du coup, pour le moment, j'ai toujours pris les bonnes décisions. Bon, peut-être pas en district, mais les, euh, les objectifs de ces compétitions étant bas, on n'en a pas vraiment tenu rigueur. C'est vrai que j'ai peut-être sifflé quelques défenses en zone au hand alors qu'elles n'y étaient pas, ou pas avoir spécialement vu une main en foot, mais c'est l'UNSS, c'est le sport scolaire et à petit niveau, on est là pour apprendre. Les professeurs nous disent la faute ou pas qu'on a fait et c'est surtout dans l'optique de progresser. Donc Ouais, voilà. tu es en plein dans les objectifs du sport scolaire hein, et de l'UNSS en particulier, où on essaie en premier lieu de protéger les jeunes arbitres en disant que ben, un jeune arbitre, il est en capacité ou il est oui, en capacité de faire des fautes tout comme un joueur. Donc il faut le respecter parce que voilà, faire une faute, ça arrive, ça fait partie du jeu. Et je dirais même que pour nous, la protection de ces jeunes arbitres, c'est souvent leur laisser pleine responsabilité sans laisser intervenir les adultes, parce que souvent, malheureusement, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, que ce soit des enseignants, voire même des accompagnateurs externes, le problème vient surtout des adultes. Souvent, les jeunes entre eux s'arbitrent et se respectent. Donc, mais c'est quand même une bonne paire d'entraînement, l'UNSS, le sport scolaire. Peut-être pas forcément parce que c'est moins important, parce que dès lors que tu arrives sur un championnat, même d'académie ou voire même de France, les enjeux sont importants et la victoire est précieuse. Donc voilà, au travers de l'UNSS, on essaie justement de préparer l'enfant, l'élève, on va dire, à être adulte, de façon générale, à être un adulte et là, en l'occurrence, un arbitre responsable qui se fasse respecter tout en tenant compte qu'il peut faire des fautes. Et ça, c'est pas toujours facile. Voilà, Suzy, ben écoute, Je vais merci. devoir y aller. Oui,
Donc, voilà, ça ouvre la porte et laisse la place à Amaury de nous présenter son parcours, son prestigieux parcours. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi, Suzy. Au revoir. Au revoir, Suzy, merci. Je voulais juste rebondir avant de faire un petit retour sur mon parcours, sur la question, puisqu'elle concernait Charlotte, Suzy et moi. On pourrait même dire véritablement que répondre à cette question, c'est toucher à ce qui fait l'arbitre, ce qui fait son intérêt à l'arbitrage et la manière dont l'arbitre va évoluer au cours de ses expériences. À savoir qu'il y a plusieurs temps, dans l'erreur d'arbitrage, j'ai l'habitude de dire que la question, ce n'est pas de savoir si on en fait, si on en fera ou si on en a déjà fait. La réponse est évidemment oui. Et d'ailleurs, on n'a jamais été aussi proche, je vois que Charlotte acquiesce, on n'a jamais été aussi proche de la prochaine. Moi, j'arbitre demain et il est fort probable que demain, pour une raison ou une autre, il y ait une erreur dans mon arbitrage. Alors, effectivement, le statut de l'erreur n'est pas le même entre une erreur qui impacterait directement le résultat d'une rencontre et puis les petits oublis dont Suzy parlait. En tout cas, la première des choses à dire, c'est que l'arbitre doit se préparer à gérer l'erreur qu'il va commettre parce qu'on est dans une activité humaine et encore une fois, il ne s'agit pas de savoir si on va la commettre, mais comment on va faire pour s'en sortir. Comment on va faire pour rebondir, pour mener à bien la rencontre jusqu'à son terme en ayant commis une erreur. Et c'est la première des capacités qui est en lien avec les traits de personnalité de l'arbitre qui sont intéressants à développer en termes de prise de décision et en termes de responsabilisation de la décision. Donc, un effet rebond derrière. On a l'habitude de dire que l'arbitre, même s'il s'est trompé une fois, l'intérêt, c'est qu'il ne se trompe pas une deuxième fois. Et donc, qu'il mette en place un comportement, une reconcentration, des attitudes qui permettent de rebondir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que derrière l'erreur, à froid, après le match, il s'agit de la reconnaître et de faire son autocritique pour pouvoir progresser, tout comme les joueurs le feraient, tout comme le staff, les entraîneurs le font, etc. etc. Et donc, le troisième temps, c'est évidemment de travailler pour progresser, pour ne pas recommettre la même erreur, puisque là, ce serait une erreur pour le coup de ne pas travailler dessus et faire en sorte que la même erreur se reproduise deux fois. L'arbitrage, c'est une activité humaine, comme vient de le décrire Suzy, mais aussi Charlotte. Et donc, c'est difficile de faire accepter que l'erreur arbitrale fait partie du jeu, alors qu'on accepte très bien que l'erreur technique ou l'erreur stratégique du coach fasse partie du jeu. N'empêche que c'est de l'ordre de la même chose, à savoir une erreur de quelqu'un qui prend des décisions à un instant T, en prenant des informations, et qui, derrière, doit faire avec cette erreur pour rebondir. Voilà ce que je voulais dire sur la question de Marjolaine. Alors, en ce qui concerne mon parcours, rapidement, en ce qui concerne l'UNSS et les jeunes officiels de l'UNSS, je suis de la génération juste avant Charlotte. Et donc, effectivement, comme elle a dit qu'elle était dans les balbutiements des jeunes officiels à l'UNSS, j'en ai pas profité. J'ai démarré l'arbitrage, moi, au lycée. Après, comme Charlotte disait, on ne se lève pas le matin en se disant qu'on va devenir arbitre. C'est dur de trouver quelqu'un qui est né avec la vocation d'arbitre. En tout cas, moi non plus, je n'en connais pas. C'est des histoires de vie et des histoires à l'instant T, des histoires de contexte qui font qu'on vient à l'arbitrage. Moi, j'y suis venu à 17 ans après une blessure en tant que joueur. J'ai joué au foot pendant 10 ans, de 8 à 18 ans. Et en fin de première année de première au lycée, je me suis blessé. J'ai fait une année, j'étais gardien de but, j'ai fait une année, j'avais une blessure au coude, j'ai fait une année en tant que joueur. Ça ne m'a pas plus plu que ça. Et puis, peut-être que le rôle que j'avais endossé en tant que gardien de but, avec ses propres responsabilités, le dernier rempart, c'était peut-être déjà les prémices de quelque chose qui me plairait dans l'arbitrage. Toujours est-il qu'en tant que joueur de champ, ça ne m'a pas convaincu plus que ça. Et il se trouve que donc, la coïncidence, c'est que mon club des Landes cherchait à être couvert par le statut de l'arbitrage et donc à former des jeunes arbitres. Et j'ai commencé ma carrière comme ça, en ne sachant absolument pas où j'allais, qu'est-ce que j'allais y trouver. Mais j'avais quand même rapidement l'idée, au fur et à mesure des premiers cours,
et des premières expériences, l'idée que ça allait m'apporter humainement dans la construction de ma personnalité de fin d'adolescence, de début du monde adulte. Et j'ai compris rapidement ce que Charlotte décrivait tout à l'heure, à savoir, elle, du côté de la jeune qui arbitre les adultes ou de la fille qui arbitre les garçons. Moi, c'était ça, c'était le jeune qui arbitrait des gens plus âgés que moi très rapidement, hein, parce que j'ai évolué rapidement. Et donc, faire passer mes décisions, montrer quel type de comportement je pouvais avoir sur un terrain où j'avais des gens plus expérimentés et plus âgés que moi, ça m'a vraiment apporté énormément dans le développement de moi-même en tant que jeune adulte. Ça, c'est le début de mon parcours. Après, le parcours, il est jalonné d'échecs et de réussites. Il n'est absolument pas linéaire. Je pense que Charlotte pourrait en dire également la même chose. Il n'y a pas de centre de formation à l'arbitrage au niveau fédéral. En tout cas, je parle pour le football. Je ne connais pas toutes les disciplines. Vous êtes les plus avancés. Déjà. Et en plus, on est les plus avancés. C'est dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place, en particulier dans le milieu scolaire, les sections sportives arbitrage, en particulier dans les lycées, qui font avancer les choses et qui forment les jeunes à l'arbitrage fédéral, qui est des choses qui n'existaient pas de mon temps. Punaise, ça fait mal de parler comme ça. Ouais, et donc, j'ai progressé étape par étape. On progresse comme les joueurs, division par division. Je suis passé pour à peu près toutes les divisions pour arriver au haut niveau 18 ans après après avoir commencé à arbitrer. Je suis arrivé en Ligue 1 à 35 ans. Et donc, c'est un parcours non linéaire. J'ai failli m'arrêter plusieurs fois. Il y a eu des fois où j'ai progressé dans l'arbitrage alors que je ne pensais plus que j'allais progresser. Bref, un parcours qui juge et qui met à l'épreuve ma résilience, mon envie de continuer, ma capacité d'autocritique pour rebondir, comme je le disais précédemment. Et j'ai eu la chance, parce que c'est une chance et que ce n'était absolument pas prévu au démarrage, pour répondre à peut-être certaines questions, d'arriver au haut niveau. Ce n'était pas un objectif en soi, absolument pas. Il y a trop de paramètres qui pèsent sur le sommet de la pyramide, on va dire ça comme ça. J'ai eu la chance de pouvoir arriver au haut niveau professionnel, le football et l'arbitrage de football se professionnalisant énormément au moment où je suis là, je suis en Ligue 1 depuis 10 ans, donc j'ai vécu les 5 dernières années qui sont une révolution sur la planète football en ce qui concerne l'arbitrage de haut niveau, avec beaucoup de retard, comme on peut l'imaginer. Hein. Le football professionnel, il a quasiment 100 ans. L'arbitrage de haut niveau, en tant que professionnel, en France, il a 5 ans. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place, l'arbitrage vidéo arrivant. Tout ça, j'ai la chance aujourd'hui de le vivre. J'aurais vécu effectivement ce basculement-là. Et puis, pour finir sur mon parcours, j'ai eu la chance de toucher le niveau international, donc le niveau européen en ce qui me concerne. Avec des compétitions et des déplacements un petit peu partout en Europe. Et là, c'est un nouveau challenge parce que ce sont évidemment un nouveau niveau d'exigence, mais aussi des nouvelles rencontres et des nouvelles cultures par rapport à ce football planétaire. Voilà pour mon niveau, pour mon parcours rapidement. Ce qui veut dire que le sport scolaire, je l'ai touché en tant que pratiquant dans le secondaire. Je l'ai évidemment touché en tant qu'enseignant de EPS pendant 15 ans et en le faisant pratiquer à mes élèves, en accompagnant mes élèves, en formant les jeunes officiels sur les compétitions UNSS. J'ai eu évidemment beaucoup de plaisir à le faire avec ma double casquette. Et puis aujourd'hui, au niveau universitaire, hein, qui est la suite du niveau scolaire, voilà, on continue ces formations, on continue à prêter attention et vigilance à cette relation entre les joueurs, les entraîneurs qui sont des enseignants d'université et les étudiants qui arbitrent nos compétitions universitaires. Et je continue, Rémi peut le raconter, à former, à engager les étudiants à se former en ce qui concerne le football au niveau universitaire, aux lois du jeu pour pouvoir arbitrer les compétitions académiques de sport universitaire qui sont le pendant et la continuité des compétitions UNSS. Voilà. Amaury, tu es enseignant à la faculté des sports, de faire STAPS, et tu es arbitre de Ligue 1 toujours ou tu es
Tu les filmes Absolument, actuellement. c'est mon Et donc, métier à l'heure où on se ouais, parle, je Christian. sais. Et donc, ce que Et on pourrait même dire que mon hobby, du coup, est passé du côté des STAPS et de l'enseignement, puisque c'est celui que j'ai le moins de temps de. et voilà, c'est ce à quoi je voulais en venir. Tu n'es pas Encore arbitre en pleine professionnel. carrière, oui. Pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé, on n'a pas entendu la fin. Je te disais donc que c'est effectivement aujourd'hui mon premier métier, c'est d'être arbitre professionnel encore pour quelques mois ou quelques années. Très bien. Donc, quand on est arbitre professionnel, on garde quand même son métier? Alors, je vois Charlotte qui dodeline de la tête. En fait, tout dépend des sports et des fédérations. On va dire, pour avoir rencontré certains de mes collègues, que les grands sports professionnels, les plus médiatiques, et malheureusement, puisqu'on est en semaine olympique, on doit évidemment faire la différence entre les sports olympiques dans leur grande majorité et les sports professionnels qui sont d'ailleurs quasiment pas représentés aux Jeux Olympiques, ou en tout cas sous une forme radicalement différente. On connaît les règlements. Hein. Par exemple, en ce qui concerne le football, ce sont les jeunes de moins de 23 ans qui peuvent accéder aux Jeux Olympiques pour le tournoi olympique de football, et donc ce qui élimine 90% des sportifs, des footballeurs professionnels. Donc, en ce qui concerne les grandes fédérations professionnelles, type football, rugby, tennis, puisque je connais deux des badges or du tennis professionnel, c'est-à-dire les arbitres qui font les grands tours, les grands chelems et les tournois ATP. Le golf, peut-être. Certains autres sports que peut-être j'oublie. On va dire que aujourd'hui, c'est un métier. Je te laisserai. Ouais, je donnerai des stats, si tu veux bien. Pour le reste, dans beaucoup, pour avoir un jour fait une réunion à l'AFCAM, qui est effectivement l'association qui essaye de fédérer l'ensemble des juges et arbitres multisports. Évidemment, le football passait pour une fédération à part avec la structuration d'un arbitrage de haut niveau entièrement professionnel, pour répondre à ta question, Christian. En fait, alors, je vais parler de l'AFCAM, je suis secrétaire générale de l'AFCAM. Donc, en fait, l'AFCAM, ça réunit tous les arbitres de tous les sports en France, du curling bâton au foot, en passant par l'apnée et des sports qu'on n'imagine même pas, que j'ai découvert en rejoignant l'AFCAM. Il faut savoir qu'en France, on est à peu près 236 000 arbitres de tous les sports confondus, qu'il y en a à peu près 200 à 250 qui vivent de leur métier comme Amaury, en fait, qui peuvent payer leur loyer et remplir leur frigo grâce à l'arbitrage. Tous les autres, sur 236 000, 200 sur 236 000, ça fait pas beaucoup, hein. Je vous laisse faire un peu de mathématiques. Tous les autres sont bénévoles. Alors, sur ces 236 000, il y en a à peu près 40% qui touchent une indemnité qui va couvrir les frais de route, de repas et peut-être gagner un petit bout à la fin de la compétition. Il faut savoir que 60% des juges arbitres des sports sont bénévoles et quasiment payent pour aller arbitrer tous les week-ends. C'est le cas à l'escrime, c'est le cas dans plein de sports, et des sports olympiques, des sports très connus, où finalement ça nous coûte un peu d'argent d'aller arbitrer, mais c'est une vraie passion. Et ça mériterait d'être un peu plus valorisé, pas forcément par de l'argent, hein, mais ça mériterait d'être un peu plus valorisé, parce que c'est un véritable engagement, parce qu'on n'est pas arbitre juste un week-end dans l'année, on est arbitre tout le temps, et ça demande énormément de travail à quelque niveau que ce soit. Très bien, merci Charlotte pour ces précisions. Une question, Amaury. Quel match, enfin si tu veux bien y répondre aussi, hein, quel match vas-tu arbitrer demain? Alors là, on est sur l'actualité, plus sur le parcours. Oui, effectivement, on est en pleine saison sportive. Je rajoute, par rapport à ce que dit Charlotte, ce qu'a dit Suzy aussi sur l'annulation des compétitions, où le sport professionnel en France, on a la chance qu'il continue ou qu'il recontinue à nouveau depuis le deuxième confinement, alors que ce n'était pas le cas au premier confinement. Donc, je saisis tous les jours la chance que j'ai de pouvoir exercer mon métier lié au sport actuellement depuis un an. Donc, les matchs s'enchaînent et je vais faire mon deuxième match de la semaine demain. Je vais à Lyon. Donc, je pense que le collège me pose la question de savoir sur quel terrain je vais faire ma prochaine erreur, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, peut-être que ce sera demain sur Lyon à 19h. Et je souhaite que si erreur il y ait, elle passe quasiment
inaperçu puisque c'est peut-être une erreur qui n'empêchera pas le jeu de se dérouler. Par rapport justement à ça, je reviens sur peut-être le fait de se dire que la mission de l'arbitre, en tout cas c'est comme ça que moi je l'aperçois, qu'on en parle énormément en formation d'arbitre dans le football. Elle tourne autour de 3 choses. La protection du jeu, déjà, la protection du jeu. Comme l'a dit Charlotte en préambule, l'arbitre, il n'est pas là pour avoir la lumière sur lui. Il est là pour faire en sorte que le jeu puisse se dérouler de la meilleure des manières, raison pour laquelle il n'y a pas de jeu sans arbitre. Il faut se souvenir en particulier que dans le football, les arbitres sont arrivés à partir du moment où les 2 capitaines n'arrivaient plus à se mettre d'accord ensemble pour juger des décisions qui devaient être prises sur le terrain. C'était il y a 150 ans et c'est comme ça qu'une tierce personne neutre a dû être désignée pour prendre la décision à la place des gens impliqués sur le terrain. Bref, donc protection du jeu, faire en sorte qu'il se déroule selon le règlement, selon des valeurs, selon des normes éthiques que normalement les gens qui sont sur le terrain doivent partager. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne en particulier les sports de contact, la protection des joueurs, je serais évidemment le plus malheureux des hommes si à la fin d'un match, un joueur a été gravement blessé, que ce soit pour une raison ou pour une autre, et que j'ai détecté la faute et sanctionné le fautif ou pas d'ailleurs. Et évidemment, il vaut mieux que j'ai vu et sanctionné le fautif suite à une grave blessure. En tout cas, la protection des joueurs, c'est fondamental dans un sport de contact comme le football. Et puis, il y a une dernière chose qui est fondamentale, c'est que l'arbitre, il participe au respect de l'image du sport en général et de sa pratique en particulier, à savoir que dans la question qui sous-entendait les batailles, les contestations, etc., il y a quand même une dégradation du sport et de l'image du sport en général, et l'arbitre doit aussi avoir dans ses outils l'envie de combattre ça et de faire en sorte que sur son terrain et de manière plus générale, l'image véhiculée par le sport soit la plus positive possible. Donc, au travers de ces 3 missions, on voit quand même effectivement quelque chose en fil rouge qui est de l'ordre des motivations de l'arbitre, de ses traits de personnalité et de ses relations humaines, à mon avis. Dis-moi, Amaury, également une question que je me pose moi personnellement. Il y a de la formation, vous avez une formation permanente, une formation continue, j'oserais dire, une formation permanente, un entraînement au quotidien. Tu peux nous en parler un petit peu pour voir ce que ça représente? Et Charlotte aussi, éventuellement, hein, la question s'adresse aux deux. Il y a quand même sûrement derrière une préparation physique. Voilà, je te laisse. Alors, en ce qui concerne les exigences de l'arbitrage, comme l'avait très bien décrit Suzy, qui était en manque d'activité et qui s'est bien dit, et Charlotte aussi, hein, qui disait moi je ne veux pas sortir, je ne veux pas être remplacé, donc je veux continuer à être sur le terrain en permanence. Dans les exigences de l'arbitre, il y a, en fonction des sports bien sûr, hein, l'exigence d'être prêt physiquement. Je fais un sport qui est extrêmement exigeant au niveau physique, et donc qui nécessite que je m'entraîne comme les joueurs. Donc, je suis sportif de haut niveau aussi sur cet aspect-là. C'est très important, ça occupe une grande partie de mon emploi du temps. Il y a pour l'arbitre la nécessité de se préparer techniquement, réglementairement, évidemment. Il y a la nécessité en tout cas dans le sport professionnel et à mon niveau, la nécessité de se former, de se préparer tactiquement. Donc, une préparation technico-tactique des équipes que je vais arbitrer, par l'intermédiaire de visionnage ou de revisionnage de matchs en permanence. Ça fait partie de notre préparation, que je fais soit de manière individuelle, soit avec mes collègues qui m'accompagnent, soit en séminaire d'arbitrage, pour répondre à ta question, Christian, ou en tant qu'arbitre professionnel. On est réunis à Clairefontaine au Centre national du football très, très, très régulièrement, même si avec la période de pandémie, on a remplacé quelques séminaires par des visios comme tout le monde. En tout cas, on est regroupés très régulièrement pour travailler ensemble. Le groupe des arbitres, j'aurais peut-être dû le dire, nous sommes 23 arbitres de Ligue 1 en France, dont Stéphanie, dont on parlait tout à l'heure, se réunir pour débriefer les journées de championnat qui viennent de se passer, préparer les journées prochaines pour trouver une ligne technique et une cohérence dans nos décisions, discuter de nos erreurs, voir collectivement comment on peut faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas. Donc, tout ça fait partie de notre entraînement. Et puis, autre volet qui m'intéresse de plus en plus,
c'est la préparation mentale. C'est ce que Suzy décrivait à son niveau, c'est ce que Charlotte également a décrit sur comment je me prépare en tant qu'arbitre à endosser une mission difficile qui est très gratifiante pour soi-même d'abord, que les autres ne nous gratifient pas beaucoup. Et donc, dans le sport professionnel, évidemment, avec les enjeux qui se collent dessus, une préparation psychologique et mentale qui est importante et qui fait qu'on est prêt à affronter l'adversité. Donc, tout ça fait un calendrier assez chargé, mais c'est mon métier. Vous rajoutez dedans, évidemment, les aspects liés à la récupération, liés à la nutrition, liés aux soins médicaux et au fait de devoir ingurgiter, comme l'a très bien fait Charlotte dans sa carrière, des déplacements très nombreux et avec une récupération particulière, des nuits courtes, etc. etc. Moi, je vais rajouter parce que, alors moi, j'étais pas arbitre professionnel, j'avais beau arbitrer la ligue professionnelle, j'étais pas professionnel. En gros, c'était 3 matchs par semaine, 15 000 km par mois, un entraînement quotidien. Et vu que j'étais pas professionnel, un boulot à plein temps. Donc, ça fait des nuits peut-être un peu plus courtes que celles d'Amaury. Mais c'était la même préparation. Moi, en période olympique, j'avais un prépa mental, un prépa physique, en plus du classique. Faut savoir qu'aussi, on a tous un plateau technique médical. J'imagine qu'Amaury, tu as un kiné, un ostéo, etc. et que tu les vois régulièrement. Et puis, il y a effectivement tout cet aspect technique, au hockey sur glace, au hand. Je subis des tests, par exemple, maintenant que je suis arbitre national de hand, tous les 15 jours, on a un test de règlement, on a des visios où on débrief, on a des tests sur vidéo aussi pour justement uniformiser les prises de décision. Et puis, il est important aussi d'échanger et de partager avec ses collègues parce que finalement, on les voit pas souvent, on est seul. On est la même équipe sur le terrain, mais il faut vraiment pouvoir échanger les bonnes pratiques, les freins, savoir comment on est capable de sprinter quand Mbappé part un MAC2 dans ta diagonale. Il faut savoir qu'Amaury, il fait une diagonale et Mbappé, il fait ça. Donc, ça peut jamais marcher, les gars. Si, je me trompe pas, Amaury, c'est ça. Vous, c'est diagonale et… Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, c'est ça. Après, parce qu'on me chambre sur mon âge. Ah ouais, mais non, mais… C'est de l'ordre du satellite. Ouais. Mais en tout cas, ouais, alors moi, j'étais obligée d'avoir un boulot à plein temps et j'ai toujours fait ces 2 carrières. J'ai 39 ans, on peut dire que j'ai 21 ans de carrière dans le monde de l'entreprise parce qu'il faut bien que je mange, en fait, il faut bien que je remplisse mon frigo et 20 ans de sport de haut niveau. Donc, je pense qu'à 39 ans, j'ai 41 ans de carrière, je peux peut-être arrêter, je suis peut-être, c'est bon, j'ai suffisamment cotisé, je suis peut-être en retraite. Et non, pas tout à fait, il faut que je continue un peu. Mais c'est un vrai engagement d'être arbitre. Alors, quand on a la chance d'être comme Amaury, professionnel, c'est juste… moi, ça aurait été mon rêve, en fait. J'ai 2 choses à dire par rapport à ça. D'abord, répondre à la question du chat et puis répondre sur la remarque de J'avais Charles. pas osé la lire. Alors, en fait, c'est pas la première fois qu'on me fait cette remarque, à savoir que il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le jour où, je crois que c'était un match de Coupe du Monde 2018, où il y avait eu un radar qui avait chronométré Mbappé à 37 km/h, balle au pied, quelque chose comme ça. En fait, ça avait impressionné toute la planète entière. Moi, ça m'avait fait cogiter en me disant, mais moi, je le retrouve au mois d'août sur le championnat, comment je fais pour le suivre? Donc, la question n'est pas innocente et même très intéressante. Elle a à voir avec de la préparation physique et mentale, les deux étant liés, et évidemment, purement sur le terrain, en termes d'anticipation, de déplacement et de replacement en permanence, parce que évidemment, je ne vais pas aussi vite que lui. Par contre, je sais comment le PSG joue pour atteindre Kylian Mbappé. Si je suis préparé à ça, je ne serai pas si loin de l'action que ça. Voilà. Ça, c'est une première réponse. Et par rapport à l'arbitrage professionnel, j'ai eu la chance de construire ma vie professionnelle d'abord, enseignant agrégé d'EPS, poste à la fac, avant de mettre, pourquoi pas, les œufs dans le même panier, de me dire, OK, maintenant, je peux tenter d'arriver à l'arbitrage, à l'échelon professionnel, à l'échelon international. Je n'ai pas mis la charrue avant les bœufs. Et peut-être que c'est un message envers certains qui nous écoutent, en disant que, comme l'a très bien dit Charlotte, l'arbitrage
arbitrage de haut niveau ne veut pas dire arbitrage professionnel dont je vais pouvoir vivre. J'ai la chance de l'avoir fait une fois que j'avais construit mon propre parcours professionnel et que j'ai pu, du coup, le mettre de côté, un petit peu aménagé, voire beaucoup aménagé, parce que mon ministère me l'a permis, parce que familialement, ça a été possible. On n'oublie pas de dire que je dois ma carrière professionnelle à ma famille et mes enfants qui acceptent que je parte entre 3 et 6 jours par semaine. Et donc, c'est dans ce sens-là que ça se constitue et pas dans le sens inverse. Très bien, très bien. D'autres questions? N'hésitez pas à intervenir en direct, hein, peut-être même… J'ai Marie? une question qui était, est-ce que la décision finale ne tient qu'à vous? Alors, c'est très intéressant parce que Ah je oui. rebondis sur, encore une fois, ce Exact. qu'avait dit Suzy, ce qu'a dit Charlotte sur le statut de l'erreur, sur quelle est la décision que l'on prend, comment on fait pour l'assumer quand on est arbitre à partir du moment où on est missionné pour ça. Il est très important de comprendre, et j'en parle, vous allez voir l'analogie avec mes collègues de rugby, qu'il est très important que l'arbitre assume la décision finale, évidemment, de la décision qu'il a prise. Pourquoi? Parce que dans ce process, c'est comme ça qu'il prend de l'expérience et qu'il s'améliore. C'est en prenant des décisions et en prenant la responsabilité de cette décision, même si elle doit être mauvaise, que l'arbitre progresse. Et donc, en ce qui concerne le football, je sais pourquoi est-ce qu'il y a la question dans le chat. Voilà, le mot vient d'arriver. La fameuse vidéo. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est l'arrivée de l'assistance vidéo dont on a l'impression, pour des raisons pédagogiques, mal vendue par les médias peut-être, mal expliquée par les arbitres aussi. On a l'impression que c'est l'arbitre derrière son écran qui va prendre une décision qui va être très importante pour le déroulement du match, en oubliant ou en ne sachant pas, donc je le répète aujourd'hui pour répondre à la question, que c'est moi sur le terrain qui, quoi qu'il arrive, à la fin, déciderai de conserver ma décision ou de modifier ma décision par rapport aux images que j'aurais vues ou que l'arbitre vidéo aura voulu m'envoyer. Ce process-là de décision finale de l'arbitre terrain, il est fondamental. Ouais, nous, et pour l'analogie avec… Oui, ouais, nous, OK, il faut que tu prennes ta décision avant d'aller voir la vidéo. C'est très bien, c'est exactement la même chose au football. Tu communiques ta décision et après tu vas voir et soit tu l'infirmes ou tu l'affirmes, mais c'est toujours celui qui est sur le terrain avec le sifflet qui a la décision finale parce qu'autrement, ça serait juste pas possible. Et au final, si inhumain, on fait pas ça, on sera remplacé par des arbitres vidéo. Il n'y aura plus d'arbitre sur le terrain. Et ce sera un angle de vue, une caméra particulière sur le terrain qui donnera une décision. Et si vous avez deux terrains sur lesquels l'angle de vue et la caméra n'est pas placé au même endroit, les décisions pourraient devenir incohérentes. Donc ça, c'est fondamental. Et le match pourrait durer 3 heures de plus. En plus. Et raison pour laquelle j'en parlais donc avec mes collègues de rugby, où il faut qu'on prenne conscience, et ils en ont pris conscience un petit peu, que l'arbitre de rugby, par exemple, en ce qui concerne la vidéo, ne prend plus la décision sur le terrain au moment où il se déroule s'il a un doute. S'il a un doute sur un essai marqué au rugby, c'est comme ça que ça se passe dans le rugby professionnel. Avant de communiquer sa décision, il regarde l'écran vidéo et il va prendre sa décision avec la vidéo. C'est absolument pas ce que Charlotte et moi sommes en train de décrire en ce qui concerne nos process de décision. Et s'il doit y avoir une décision qui est changée par l'arbitrage vidéo sur mon terrain, c'est une décision changée par rapport à la décision que j'aurais prise initialement et que j'aurais infirmée parce que la caméra, l'image me montrera que la décision que j'ai prise était vraiment une grosse erreur. Oui, et pour rajouter ça, il faut savoir, mais ça aussi c'est une question pédagogique que les médias ne transmettent pas en fait. Par exemple, au hockey, sur un but, il y a toujours l'arbitrage vidéo, mais il n'y a que 7 cas possibles d'appel à la vidéo. Le reste, c'est de votre ressort à 100%. Et pour les 7 cas, vous avez le droit d'interroger la vidéo si vous avez un doute. Si la cage a bougé, bon ça au foot un peu moins, mais si le gardien a été percuté avant, si le palais a franchi entièrement la ligne, comme le ballon au foot. Et c'est vraiment des garde-fous de la décision humaine sur le terrain. Je n'ai que 7 cas où je peux interroger la vidéo sur un but au hockey. C'est fondamental de comprendre et d'entendre ce que tu dis, Charlotte. Au foot, nous, c'est que 4 cas possibles d'appel à la vidéo pour
tout, hein, même pas pour les buts, pour tout, c'est 4 cas uniquement. Et on trouve encore des commentateurs, on trouve encore des entraîneurs, on trouve encore des joueurs qui, alors même qu'ils savent ça, bien sûr, voudraient demander la vidéo pour tout et n'importe quoi. Et c'est évidemment la porte ouverte à des matchs hachés, peut-être hein, de la publicité balancée le temps que la décision de l'arbitre arrive à terme, on n'en sait rien. Les sports américains se nourrissent de ça. Et évidemment une déresponsabilisation de l'arbitre par rapport à son acte de décision. Et c'est la chose qui est, à mon avis, première, par exemple, si on revient aux arbitres UNSS, à nos jeunes officiels, à l'expérience qu'ils doivent vivre, la prise de décision, pourquoi je la prends, et derrière, comment je fais pour l'assumer et pour assurer la continuité du jeu. Il y a une question très intéressante que je viens de voir arriver, c'est sur ce que l'on appelle dans le milieu de l'arbitrage, entre guillemets, la compensation. C'est-à-dire la question, c'est y a-t-il une tendance à corriger une erreur avec une autre et comment y faire face? Alors déjà, c'est simple en ce qui me concerne, faire de la compensation, c'est faire 2 erreurs. Oui, mais dans tous les sports, hein, je pense. Et vous allez la compenser parce que vous en êtes rendu compte par une 2e erreur. Donc, c'est pire. Et comment on y fait face à ce phénomène? On y fait face avec ce que je disais tout à l'heure, à savoir que je me prépare au fait que malheureusement, une mauvaise décision peut arriver. Et le but étant absolument pour l'éthique du jeu, pour la confiance des joueurs, que j'en produise pas une seconde. Donc, en termes de préparation mentale, en termes de reconcentration, en termes on pourrait imaginer qu'on dise à nos jeunes officiels, vous prenez 5 secondes, une grande respiration, vous vous reconnectez à l'instant présent, quel est le jeu qui est en train de se dérouler à côté de vous, vous vous concentrez 2 fois plus sur la prochaine décision qui arrive alors que vous savez que vous venez d'accorder un passage en zone qui n'était pas bon, etc., pour montrer à tous les acteurs qu'au contraire, vous ne fléchissez pas dans votre mission. L'humain étant l'humain, il s'engouffre dans le désordre, dans le chaos et dans l'hésitation. Donc, s'il voit un arbitre hésiter, il va appuyer dessus, il va essayer de… C'est la faille. La faille, exactement. Mais donc, refermer la faille. Ben oui, vas-y, Charlotte. Je pense qu'il n'y a pas de compensation dans aucun sport. C'est une idée commune comme quoi, quand on siffle une erreur, eh ben, il faut compenser par l'autre. Je pense que d'avoir des cartons de marque, alors je ne sais pas comment ça se passe au foot ou dans d'autres sports, mais on essaye toujours de regarder en disant bah, tiens, il a sifflé 5 erreurs à l'équipe bleue et 6 erreurs à l'équipe rouge. Bon, c'était plutôt équilibré. Mais non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Je pense qu'Amaury, comme moi, on a eu des matchs où l'équipe rouge, de toute façon, quoi que tu fasses, elle n'était pas dans le bon zig ce jour-là. Et tu vas siffler 12 fautes pour l'équipe rouge et 3 pour l'équipe bleue. Et pourtant, tu ne compenses pas. C'est la réalité du jeu. Le tout est d'être le plus impartial possible. Et oui, de toute façon, des erreurs, on en a faites. On en fera encore. Et même Amaury, il va pouvoir le dire, je pense que le match parfait, moi j'en ai un référence sur toute ma carrière, où j'ai eu l'impression de sortir en faisant un match parfait. Un seul sur je ne sais pas combien de matchs, beaucoup, à haut niveau, et c'était un match de championnat du monde sur une demi-finale. Ou une finale même, d'ailleurs une finale Canada-États-Unis. Mais le match parfait n'existe pas, on reste humain. Le match parfait pour un joueur n'existe pas, il va louper le but, il va louper la marque, il va prendre un faux départ. Même Kevin Mayer qu'on a vu, des fois, il y a des plantages. La blessure, la défaite, l'erreur font partie de la performance finale en tout cas. Oui, c'est tout à fait ça. S'il peut y avoir un match où techniquement le match a été propre, les bonnes décisions, les grosses décisions dans mon match de foot vont être prises, le penalty va être donné, il était attendu, je vais l'avoir sifflé, l'avertissement, l'exclusion a été donnée. Si ces décisions-là ont été rendues, ça peut faire un match qui est satisfaisant, mais il y a toujours quelque chose à travailler sur lequel il faut que l'arbitre se focalise dans le management, dans une parole, dans un déplacement. On parlait de la vitesse de déplacement sur mon terrain, l'angle de vue, la communication avec mes collègues. On n'en a pas encore parlé avec Charlotte, mais je fais partie d'une équipe sur le terrain, on est plusieurs. Et la communication et la collaboration sont un des éléments qui font la performance arbitrale, donc il ne faut pas oublier ça. Bref, il est très très rare, pour ne pas dire jamais, qu'à la fin d'un match, j'écrive dans le débriefing vidéo technique que j'envoie à mes collègues et à ma hiérarchie,
match X contre Y, RAS, merci, à la semaine prochaine. Ça n'existe pas dans le sport de haut niveau et dans l'arbitrage en particulier. C'est valable pour les arbitres, c'est valable pour les joueurs et pour les staffs s'ils veulent déjà mieux préparer le match. Et ça existe encore moins chez les jeunes officiels de vos âges, parce que vous êtes dans l'apprentissage, les joueurs et les joueuses sont dans l'apprentissage, donc ils sont pas bons et vous n'êtes pas bons, à peu près. Si on doit résumer de façon très abrupte, c'est ça. Et c'est juste normal, en fait. C'est comme quand on apprend une langue étrangère. En fait, il faut des années d'expérience pour être capable de parler. Je pense que avant la 6e, il y en a peu d'entre vous qui savaient parler anglais et vous savez pas encore très bien parler anglais, mais ça arrive et ça va venir. Et pourtant, même un jour, quand vous aurez la chance de pouvoir parler anglais et de pouvoir tenir une conversation, il y aura des erreurs de conjugaison et de grammaire parce que c'est pas votre langue maternelle et l'arbitrage n'est pas quelque chose d'inné. Et c'est pour cela, pardon. Si je me peux me permettre, pour faire une passerelle avec le sport scolaire, c'est à vous entendre, c'est vrai qu'on comprend bien que l'arbitre sur le terrain a une forte, grosse responsabilité, et c'est pour cela et c'est lui qui appartient à la décision finale, comme vous l'avez dit, et c'est pour ça qu'en sport scolaire, souvent on fait arbitrer les jeunes en doublette, par deux, pour justement démultiplier cette responsabilité. Donc c'est une certaine forme d'apprentissage, une certaine pédagogie de l'arbitrage, et également un peu à l'image de l'arbitrage vidéo en scolaire, en UNSS, souvent on appelle ça le temps mort arbitre. C'est-à-dire que sur une action litigieuse, l'arbitre signale d'un geste particulier, voilà, un conciliabule qu'il peut avoir déjà avec son binôme d'arbitrage, voire ses juges de touche et ses juges en but. Et là, la décision peut être prise collégialement et ça enlève un petit peu de pression parce que, comme vous le disiez, la pression fait que derrière, soit on a tendance à compenser, soit voilà. Donc, ça permet de mieux former nos jeunes arbitres. Il faut retenir, Christian, par rapport à ça, qu'il n'y a pas de temps perdu pour une bonne décision. On le dit en formation d'arbitre. Il vaut mieux être juste qu'être rapide. Ouais. C'est fondamental. Et je pense que c'est applicable à tous les sports de ce point de vue-là. Bon, écoutez, je vois pas d'autres questions, si ce n'est une petite question. Allez, on va se le permettre. Une petite question. Pourquoi certains arbitres arrêtent le match à cause des fumigènes des supporters? Alors, actuellement, il ne doit pas y en avoir beaucoup, oui, alors, mais. Je ne suis pas sûr que ce soit arrivé en hand récemment. Ça va peut-être dans une patinoire en feu, en ébullition. Canada, ça arrive dans certaines patinoires, on est obligé d'arrêter pour des fumigènes et même en France. Ouais. Il y a des. Pourquoi? Parce que. Oui. On ne voit rien, la sécurité des joueurs, la sécurité de tout le monde. Bien sûr. C'est d'un point de vue extérieur, d'un point de vue du supporter ou du téléspectateur. Ça peut être amusant, ça peut être divertissant et ça peut être sympa de voir un stade. J'ai une image, hein, j'ai vécu plein de choses, mais j'ai une image effectivement d'une tribune dans un stade de Ligue 1 où pendant un match, les supporters entiers ont fait un feu d'artifice, mais un vrai, hein, c'était le 14 juillet, un vrai feu d'artifice dans le stade. Au-delà de l'image vidéo, ça a duré 1 minute, qui était évidemment magnifique. On imagine le danger que ça pouvait représenter. D'abord pour ceux qui les lancent en pleine tribune et pour ceux qui les reçoivent en plein match, qui sont occupés à faire autre chose. Et donc, c'est évidemment pour des questions de sécurité d'abord. Il m'est arrivé une seule fois et je ne l'ai plus jamais refait que un fumigène, donc c'est des bâtons comme ça là, qui font 20 cm, tombe sur un terrain et je me suis approché, il était à côté du gardien, le gardien l'a pris avec ses gants, il était éteint, il venait de se consumer et me l'a tendu et je l'ai pris à la main et il était brûlant. Et heureusement, je l'ai pris par la partie qui fait que sans doute celui qui l'a craqué le tenait justement. Et donc, je ne me suis pas brûlé. Mais je ne le referai plus jamais. La prochaine fois, je prendrai un pompier qui est à côté et qui ira de lui-même prendre l'objet. Ça a occasionné une interruption du match, etc. etc. Donc, c'est évidemment pour des questions de sécurité. Dans une enceinte sportive, il y a des normes de sécurité. C'est pour ça qu'on est fouillé à l'entrée et qui fait qu'on ne peut pas amener et faire n'importe quoi. De ce point de vue-là, l'arbitre, il est déjà concentré sur ce qu'il a à faire sur le terrain.
une part de 95% de sa concentration est liée aux décisions qu'il prend sur le terrain, au jeu qui est en train de se dérouler. Il est très difficile de concevoir qu'il puisse gérer les à côté du terrain, les spectateurs, etc. C'est quelque chose qu'on travaille en formation d'arbitre en disant que vous êtes dans une bulle. Il y a des choses que vous pouvez maîtriser, il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser ou que là, en l'occurrence, vous ne devez pas maîtriser. Donc, il y a des choses qui font peur aussi, Amaury, je rebondis. Au hockey, on est comme dans une cage, en fait, parce qu'il y a cette patinoire avec ses montants en verre, enfin, c'est du plexi le long, et les spectateurs au hockey sont collés derrière ce plexiglas. Et des fois, ça peut faire peur, hein. Moi, j'ai vu des spectateurs craquer justement des fumigènes. Donc, une patinoire, c'est comme une enceinte qui n'est pas en plein air. Et grimper au-dessus de ces plexis torse nu et les jeter sur la glace. Sauf qu'une patinoire, ça fait 30 sur 60, quoi, c'est tout petit. Et je comprends Amaury, et c'est tout à fait ça. Mais on est là pour le jeu, uniquement pour le jeu et les joueurs. Et ce qui se passe autour, si c'est pas respectueux de ce jeu-là, on est obligé d'arrêter parce que ça met tout le monde en danger. Et ça met vos décisions en danger, parce qu'une fois que vous avez peur ou que vous vous êtes fait peur sur quelque chose qui est totalement annexe, revenir dans le match, c'est quand même très compliqué. Et puis, et évidemment, ça peut impacter la sécurité des joueurs, également aussi sur le terrain. J'ai arrêté un match au Vélodrome à Marseille parce qu'un pétard, un énorme pétard avait explosé au pied de mon assistant et de 2 joueurs. Et ça a été assourdissant pendant 40 minutes d'interruption parce que j'avais mon assistant qui avait du mal à reprendre ses esprits. Deux petites questions. On se les accorde. Une première qui me semble assez importante parce que elle vient d'un élève du collège français au Liban qui demande: aimeriez-vous juger des matchs au Liban avec les supporters, avec leurs supporters? Ils font pas trop de hockey au Liban, donc peut-être peut-être quand je serai international au hand. Du handball de le faire. Ouais, c'est ça. Et en ce qui concerne le foot, évidemment, ce serait un grand plaisir. Comme j'ai pris du plaisir à me balader partout, on était invité par la fédération égyptienne à Noël pour faire un match qui malheureusement a été annulé au dernier moment. Toutes les expériences, toutes les cultures, j'en parlais tout à l'heure, et toutes les ambiances sont bonnes à vivre. J'ai eu la chance de vivre une rencontre européenne à l'Étoile Rouge de Belgrade, dans un stade en fusion. C'est quelque chose qui participe évidemment au souvenir et à la passion, mais qui participe aussi à l'exigence de réussite et de concentration par rapport à la mission arbitrale à ce moment-là, et qui renforce ce niveau d'exigence. Donc, ce serait avec grand plaisir. J'attends l'invitation de la fédération libanaise, hein. Et en plus, j'adore la nourriture libanaise, donc ce sera un voyage extraordinaire pour moi, avec grand plaisir. Très bien. Dernière question. Vous êtes des arbitres de haut niveau, mais est-ce qu'il y a encore des choses que vous pensez avoir à expérimenter? Est-ce que vous êtes arrivé au bout, ou est-ce que vous pensez encore découvrir des choses la preuve que non, parce que après 6 championnats du monde et 2 Jeux olympiques en hockey sur glace, je commence une carrière dans le handball, donc j'espère aller au plus haut niveau. La pandémie a mis un petit coup d'arrêt à notre progression assez fulgurante, parce que tous les savoir-être de l'arbitre, nous on arrive avec, hein, on a juste à apprendre un nouveau règlement, si je peux dire ça de façon un peu synthétique. J'aimerais bien revivre des matchs internationaux dans un autre sport, avec un autre sifflet, ça me plairait bien, ouais. En ce qui me concerne, après 10 ans de Ligue 1 et le niveau international, je pourrais dire que j'ai fait le tour. Parce qu'un match de football professionnel reste un match professionnel. Mais en fait, c'est le match d'après qui est intéressant. Et c'est ça qui fait que la passion est là. Parce que c'est un nouveau problème ou une nouvelle opportunité, pour parler positivement, une nouvelle opportunité d'exercer ma passion et de résoudre l'équation du match, donc demain à Lyon. Par rapport aux nouvelles problématiques. Les joueurs ne sont jamais les mêmes. Même le même joueur 2 matchs d'affilée n'est jamais le même. Les contextes, les stratégies mises en place ne sont jamais les mêmes. Et c'est ce qui fait toute l'opportunité de s'éprouver encore et de progresser encore. Donc, tant que la passion est là,
eh bien, j'ai toujours quelque chose à aller piquer et à aller progresser, évidemment, pour essayer d'arbitrer du mieux possible. Et puis, le jour où c'est un peu moins là, eh ben, il sera temps, en plus avec l'âge, parce que je suis vieux, j'ai déjà perdu tous mes cheveux, il sera temps de raccrocher. Bon, eh bien, écoutez, on va vous remercier infiniment, infiniment. Et bien sûr, je lis Suzy à ses remerciements. Je vous avouerai que je reçois un certain nombre de messages en direct qui m'indiquent donc le côté passionnant de cette visio, et notamment des membres qui ont participé à plusieurs visios. Donc, je vous en remercie infiniment. C'était un plaisir pour moi d'animer cette visio, cette webinaire, pardon. Donc, oui, à l'écran, vous voyez un diplôme que chaque participant à cette webinaire recevra, le diplôme de participation. Voilà, donc, écoutez, je vous remercie encore. Je remercie aussi le public, c'est un vrai plaisir de collaborer la prochaine fois. Très bien, merci. Vous voyez les messages qui arrivent. Donc, je vous remercie. Je remercie également donc les personnes qui ont assisté à la webinaire, qui ont posé des questions, qui ont permis encore d'enrichir un peu plus le débat. Et j'espère qu'on a été au moins le plus possible exhaustif. Voilà. Merci. À bientôt. Bon match demain, Amaury. Bonne continuation, Charlotte, donc dans le handball, a priori. Voilà, donc vous voyez les merci qui arrivent. Je vous laisse. On va finir sur ces images-là de merci. Eh ben merci alors. À bientôt. Écoute, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci.